Buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a la cita de hoy, la segunda conferencia de la Cátedra del Prado, con ese rótulo que tienen en la pantalla, la recuperación del patrimonio saqueado, 1815. Les doy la bienvenida y particularmente se la doy a nuestra huésped, Bénédicte Savoy, la titular de la cátedra, quien ya nos guió la semana pasada por el primero de los capítulos de este tema. Es una cita para el conocimiento, para el debate, para la conciencia, y todo eso, en definitiva, pertenece a la alegría, al festejo del saber. Pero creo que corresponde también compensarlo con una mención de las víctimas de Valencia, de los trágicos acontecimientos de Valencia, que de vez en cuando desde este atril se les ha recordado y, en fin, en justicia. Quiero también, por otra parte, aludir a cuestiones prácticas que ya mencioné la semana pasada. Recuerden que nos piden que al devolver los receptores de audio que muchos de ustedes tienen, lo entreguen por separado el receptor y los cables. También recordarles la necesidad de conservar la acreditación para las próximas sesiones. Y en fin, hoy corresponde un tema o un aspecto dentro del tema que nos ocupa particularmente crucial, el derecho y la moral. Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de propiedad, el calificativo inviolable acompaña con mucha frecuencia al sustantivo propiedad. Pero está la pregunta abierta de cómo se legitima la propiedad, en virtud de qué derecho, en virtud del derecho de quién, y algo parecido puede decirse en relación a la legitimación moral de esa propiedad o de la violación de esa propiedad. Se pasa en 1815 de una situación muy concreta donde en la entrada del Louvre podía leerse frutos de la victoria, el debate al que nos introdujo la profesora Savoy la semana pasada, donde esos frutos de la victoria son reclamados por sus, digamos, legítimos propietarios, y esa palabra legítima es la que nos va a ocupar hoy necesariamente en el debate sobre el derecho y la moral. Agradezco una vez más a la profesora Savoy lo que nos aporta y la gentileza de haber aceptado la invitación del Museo del Prado. La escuchamos. Chères auditrices et chers auditeurs, un très grand merci d'être à nouveau aussi nombreux ce soir. Je suis impressionnée et enthousiaste. Et ça augmente la pression qui pèse sur mes épaules d'essayer de faire au mieux pour être à la hauteur de ce très grand musée et de cette ville de Madrid que je commence à connaître un peu mieux et qui m'impressionne beaucoup. Avant de commencer, j'aimerais dire juste un ou deux mots sur les expériences incroyables que j'ai faites entre la semaine dernière et cette semaine. Le directeur du musée et l'équipe du musée m'a fait le privilège d'aller regarder une exposition qui va ouvrir seulement lundi prochain, d'aller voir ses préparatifs. Et j'ai vu des œuvres dans cette exposition en cours de préparation, un type d'œuvre que je n'avais absolument jamais vu. Je vous en montre quelques-unes ici, et surtout le Saint Thomas du milieu, qui m'a été tout de suite familier, comme si c'était une personne qu'on rencontrait dans la rue à Berlin, dans les rues de Berlin, où ce serait tout à fait possible de croiser un homme aussi bodybuildé, sans cheveux,
mais qui nous vient d'il y a très longtemps, qui a traversé les siècles et qui nous parle comme si on venait de le croiser dans la rue. Donc merci d'abord pour ces expériences esthétiques et même humaines ou d'interaction avec des œuvres qui vivent. Et puis, j'espère que cette exposition aura un immense succès parce qu'elle me paraît extraordinaire. L'autre expérience que j'ai faite, puisque le temps était très beau, c'est d'aller me promener dans la ville de Madrid et notamment dans le musée qui a ouvert il y a quelque temps, l'année dernière, le musée des collections royales. C'est toujours impressionnant quand on travaille soi-même sur l'histoire des musées de voir un nouveau musée. C'est comme un nouveau-né, un nouveau bébé, un nouveau venu. On ne sait pas encore comment il est, on a envie de faire connaissance. Et j'ai été heureuse et surprise en entrant de voir que dans l'une des salles ou dans l'un des grands espaces de ce musée, un petit coin était consacré au sujet qui nous occupe, c'est-à-dire la guerre et les spoliations de biens culturels. Et ce sujet, je m'en suis rendu compte, dans d'autres endroits de la ville de Madrid, est assez présent, finalement, quand on tend l'oreille. Donc, reprenons le fil de notre conversation. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on s'est occupé de l'idée de reprendre, c'est-à-dire d'une pragmatique des récupérations. Une pragmatique, nous avons mis l'accent plutôt sur la manière dont les musées résistent au désir de récupération des autres, comment finalement la violence finit par s'imposer. Et j'ai rappelé la semaine dernière à quel point ce qu'on peut observer en 1814 et 1815 est important pour comprendre des phénomènes, des dynamiques, des lobbies, des forces qui aujourd'hui encore, dans un autre contexte évidemment, il ne faut pas faire d'anachronisme, mais qui aujourd'hui encore nous permettent de comprendre. C'est comme si ces années 1814-1815 nous offraient une matrice de débat qui nous occupe aujourd'hui dans des contextes différents, avec 200 ans d'écart, bien sûr, il faut prendre soin de ne pas tout mélanger, mais c'est intéressant. La première séance était donc consacrée à une pragmatique des récupérations. La deuxième, celle d'aujourd'hui, qui s'intitule « Droit et morale », va être plutôt consacrée aux questions juridiques, même si, à vrai dire, le juridique, le pragmatique, le philosophique, qu'on verra la semaine prochaine, les questions philosophiques liées à la collection et l'anthropologique, comment des sociétés se reconnectent avec leur patrimoine, tout ça est difficile à séparer. On le sépare pour des raisons de conférence ici, mais les choses sont très entrelacées et j'ai choisi de parler aujourd'hui, c'est-à-dire dès le deuxième cours du droit, parce que c'est peut-être le sujet le plus austère, le plus aride, et que j'ai pensé qu'on pouvait s'en débarrasser. Et je sais qu'un grand nombre de personnes présentes dans la salle sont des spécialistes du droit, donc je parle évidemment sous votre contrôle. Dans toutes les questions de restitution, qu'elles nous occupent aujourd'hui ou qu'elles aient occupé des villes, des villages, des communautés dans l'Antiquité, par exemple lorsque Cicéron, qui était avocat, défendait une petite ville de Sicile qui s'était fait spolier par un Romain, dans toutes les questions de restitution, la loi, le tribunal, le droit sont présents. Je voudrais commencer, comme la semaine dernière, par un extrait de film qui date de 2014, un film qui a déjà 11 ans, donc 10 ans, un film nigérian. Au Nigeria, il y a une industrie du film très développée qu'on appelle Nollywood. Et comme dans beaucoup de pays hors d'Europe, la question des récupérations patrimoniales est omniprésente dans la pop culture, dans le cinéma. En Asie, Jackie Chan lui a consacré des films, vous connaissez Jackie Chan. Ici, on est à Londres, dans un tribunal où un jeune étudiant nigérian qui étudie l'histoire de l'art à Londres, dans cette histoire, c'est une fiction, c'est un film d'action, a essayé de voler au British Museum des œuvres de ses ancêtres, venus de la ville de Benin City, car il considère qu'elles appartiennent à son histoire. Il s'est fait arrêter et a lieu un procès. On est dans la scène finale du film et vous allez voir que la juge britannique est tout à fait d'accord avec le projet de ce jeune homme et
on en déduit immédiatement que c'est une perspective du Nigeria. C'est un film de fiction et presque de science-fiction qui regarde le sujet du point de vue de l'ouest de l'Afrique. Your Honor, these artifacts are more than pots, trinkets. They are a history of my people. It is my judgment here today that this young man, although misguided, is not guilty of the crime of theft. However, it is beyond the ability of this court and this judge to determine the actual ownership of the artwork in question. I hope my judgment will help our visitor pursue a legal path. I recommend that he contact the International Court of Justice. If anyone can help him with the return of these artifacts, it will be them. And I wish you good luck. Voilà, on est en plein dans notre sujet, entre le droit et la morale, face à une juge qui considère qu'un vol, qu'un crime commis dans un musée, finalement n'est pas si grave, qui acquitte un jeune homme qui aurait risqué la prison, si on s'en tenait à la loi, et qui lui recommande de passer au niveau juridique supérieur, au droit international. Pour moi, cette scène est extrêmement intéressante pour plonger dans les années 1800, 1814, 1815, parce qu'elle montre à la fois combien le droit est déterminant pour décider du bien ou du mal, de la justice d'un acte de récupération patrimoniale, mais elle montre aussi que la juge, finalement, est un peu impuissante. Elle finit par dire à ce jeune homme « Bon, je ne vous condamne pas, mais je ne suis pas la bonne personne pour régler le problème, il faut que vous alliez dans une autre instance. » Et il me semble, et vous allez le voir, et j'espère que cette séance qui est un peu lourde de texte, contrairement aux suivantes, ne vous fatiguera pas trop, mais vous allez voir qu'on sent combien ce qui se joue ici dans ce film, dans cette fiction, peut faire sens dans le contexte qui nous occupe aussi. Il s'agit d'un film de Lancelot Oduwa Imasuen de 2014, intitulé Invasion 1897, où il est question du crime colonial des Britanniques qui ont pillé le royaume de Benin City, la capitale Benin City du royaume du Bénin. Alors on fait un grand bond de 200 ans vers l'arrière, à une époque où bien sûr il n'y a pas de cinéma, mais où il y a d'autres moyens populaires de faire passer des contenus, et notamment la caricature. Vous voyez ici l'un des grands caricaturistes de l'époque napoléonienne, dans un autoportrait qu'il a dessiné au verso d'un livre, d'une page de livre, d'une page imprimée. C'est George Cruikshank, le grand commentateur politique depuis Londres des événements napoléoniens. Il a consacré plusieurs caricatures au sujet des récupérations artistiques et évidemment aussi, puisqu'il est un commentateur politique, aux questions juridiques. Et je voudrais commencer avec vous à explorer avec les yeux ces deux caricatures pour ensuite rentrer dans ce qui est peut-être un peu plus aride et un peu plus sec. Sur cette première, vous savez que les caricatures étaient très très diffusées. Il y avait des magasins de caricatures qui les montraient dans leurs vitrines et parfois les personnes qui n'achetaient pas ces caricatures allaient les regarder. C'est vraiment un petit peu comme la télévision ou le cinéma des années 1800, un moyen de propager des contenus de manière forcée, un peu exagérée, mais qui parle à une très large population. Sur cette caricature-ci, qui s'intitule « Les lendemains de Waterloo », vous voyez
au centre, une femme en très mauvaise posture, c'est la France, qui est en train d'être maltraitée par différents hommes qui sont les représentants caricaturés des puissances alliées. L'un l'attache au sol avec des clous, un autre, avec son fusil, lui met les Bourbons dans la bouche, c'est-à-dire l'oblige à redevenir une monarchie, alors que l'Empire avait été une république avant d'être un empire. Donc on l'oblige à quitter cette forme de pouvoir. Et on voit à l'arrière de cette caricature des soldats qui s'éloignent avec les tableaux du Louvre et puis d'autres ornements prêtés ou empruntés que sont des statues. Dans la même caricature, et c'est ce qui m'intéresse particulièrement, en haut à gauche, on a une représentation, une vignette qui représente le Louvre la tête en bas. Vous voyez le toit qui est posé au sol et la porte d'entrée qui est vers le haut. Un petit groupe de Français s'inquiète, ou d'étrangers, d'observateurs s'inquiètent de la situation, et un panneau posté à côté du Louvre indique que l'une des conséquences des restitutions, du fait que le Louvre est vide désormais, vide de peinture et d'autres choses, eh bien désormais on informe le public que cet endroit va être transformé en prison et qu'on demande à des artistes de faire des propositions d'architecture pour l'emménager en prison, avec un petit post-scriptum en bas, nota bene, The Holy Inquisition of Spain have kindly offered to supply the necessary instruments. Donc ce lieu, avec l'aide de l'Espagne, va devenir un lieu de torture, un lieu carcéral. Et vous savez sans doute, ou vous avez sans doute entendu cette métaphore du musée comme prison, de musée comme prison pour des œuvres d'art qui ne peuvent pas vivre, pas se déployer. Ici, on a une référence à ceci, d'une part, et puis on a une référence au droit, à la loi, à la justice, puisqu'un musée deviendrait un endroit d'exécution, disons, y compris physique, d'une certaine justice. Je n'entre pas davantage dans les détails à ce stade, mais je veux simplement vous faire sentir combien les questions, je retourne un instant en arrière, combien les questions de violence symbolique et réelle, de recomposition géopolitique, de patrimoine, de restitution et de droit, de loi, de compas, en fait. Est-ce qu'on est du bon côté du droit ou de la morale? Ces questions sont extrêmement diffusées dans le grand public. Je vous montre une autre caricature qui précise un peu le propos. Ici encore, le Louvre joue un rôle central. On le voit à droite de la vignette indiquée par son titre, son nom. À l'intérieur, des représentants français discutent avec des Anglais de la manière de retenir les œuvres, ces œuvres qui ne se laissent absolument pas retenir. On voit des tableaux et des grands cartons à dessin sur des chariots marqués du nom des pays qui récupèrent leurs œuvres, la Hollande, l'Italie, Venise, en haut Berlin et Vienne, tandis qu'au premier plan, en bas à gauche, suivi par le général allemand prussien Blücher, on voit un officier en train de chevaucher le cheval de Saint-Marc de Venise. Vous voyez écrit sur sa queue « cheval de Saint-Marc ». Ce qui m'intéresse ici, c'est pas seulement la dynamique de départ, le vidage du Louvre qui est suggéré ici, en pleine lumière, en plein public, mais peut-être surtout ces remarques de deux accompagnateurs de ce convoi qui, l'un et l'autre, s'écrient « À chacun ce qui lui appartient. Every man his own ». Et ça, c'est une question juridique, la question de l'appartenance. À qui appartient l'art? À qui appartient la beauté? À qui appartiennent les pièces qui ont été transférées à Paris, en France, au nom de la République, au nom de la liberté des arts, au nom du progrès de la culture. Ces questions ici, donc posées de manière
disons naïve, mais moins naïve qu'il n'y paraît d'ailleurs, comme dans notre film, je vais tenter d'y répondre en 3 volets qui s'intitulent, premièrement, « Un silence assourdissant », où il sera question de l'absence du sujet dans les traités diplomatiques de 1814 et 1815. Puis, point 2, les moralistes contre les légalistes. Vous verrez où sont les uns et les autres et pourquoi. Et troisièmement, l'origine juridique des œuvres. Un silence assourdissant. Je l'ai suggéré déjà la semaine dernière. Tout l'immense et très international mouvement de restitution de 1814 et 1815 se passe sans qu'une loi soit signée, sans qu'un décret soit signé, sans qu'on trouve un seul document officiel qui exige de la France qu'elle rende ou qui autorise la France à retenir. Tout se passe en dessous du radar juridique. Le premier document qu'on consulte quand on veut savoir ce qu'il en est des restitutions de patrimoine, c'est le traité de paix signé à Paris à la fin du mois de mai 1814, c'est-à-dire quand les puissances alliées qui cherchent à chasser Napoléon, après avoir essayé de faire la paix sans y arriver de manière pacifique, finalement vont envahir Paris, occuper Paris, réinstaurer Louis XVIII, le roi Bourbon, et avec lui, avec donc leur ami, le roi Bourbon, signer une paix. Cette paix est assez courte, vous voyez le texte ici, l'ensemble du texte sur 3 grands feuillets, du type de feuillet qu'on affichait partout. Ça aussi, ce sont pas des décisions secrètes qu'on trouve seulement dans les archives, ce sont des choses publiques, ce sont des discussions publiques. Ici, donc, une affiche de ce traité. Un traité qui comporte environ, ou exactement, 33 articles. Alors, si vous cherchez à savoir ce qu'il y a dans ce traité, c'est assez facile, on le trouve, comme souvent dans ces traités, dès le début, dans l'article 2 et dans l'article 8. L'article 2, qui est le plus important, le deuxième, le premier dit « on fait la paix ». On s'entend bien maintenant. Le deuxième dit « la France redevient, on dirait en allemand « sie schrumpft ». La rétrécie, Schrumpf, c'est drôle comme mot. La France retrouve ses frontières de 1792. La France redevient petite, le royaume de France conserve l'intégrité de ses limites telles qu'elles existaient à l'époque du 1er janvier 1792. Premier article qui ne nous étonne pas. L'article 8 est le premier où apparaît le mot restitution. Et vous savez que maintenant, avec tous les moyens technologiques qu'on a de traverser des textes très vite, des PDF, avec des recherches de termes, on peut aller directement au cœur du sujet. Alors, si vous faites restitution sur ce texte, vous trouvez, en effet, le terme à l'article 8, mais il s'agit de la restitution des colonies que l'Angleterre va restituer à la France. C'est-à-dire que, par ce traité, la France récupère la Guadeloupe, récupère une partie de Saint-Domingue, récupère sa colonie de Saint-Louis au Sénégal que les Anglais lui avaient pris. Donc c'est une restitution pratiquement à sens inverse. La France retrouve ses colonies d'avant 1792 et même la Suède et la Norvège restituent l'île de la Guadeloupe à la France. Donc très tôt dans ce texte, il est question de restitution territoriale. On perd des territoires et on en récupère. En revanche, rien sur les patrimoines qui sont liés à ces territoires. La France retrouve ses petites frontières de 1792 et on s'attend à trouver des informations sur ce qu'elle a pris là-bas, ce qu'elle a emporté chez elle, qu'il faudrait, selon la morale ou selon le bon sens, restituer à ces territoires que l'on perd. On ne trouve rien, sauf à l'article 31, presque tout à la fin du traité. Les affaires culturelles viennent toujours à la fin, dans les discours politiques, dans les textes. C'est jamais les grands sujets sérieux, c'est les frontières, l'économie, et puis vers la fin, on a la culture. Et ici, en effet, on trouve un article, l'article 31, l'avant-avant-dernier, qui parle de la restitution des archives. On lit « Les archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant au pays cédé ou concernant leur administration seront
fidèlement rendus en même temps que le pays, et si ce l'était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de 6 mois après la remise des pays mêmes. Ici, on a exactement ce à quoi on s'attendrait pour les œuvres d'art, pour les archives, pour les cartes et pour les plans, qui ont été aussi spoliés en même temps que des bibliothèques, en même temps que des collections d'art, en même temps que des jardins botaniques. Ici, il est explicitement dit qu'il faut les rendre. Il faut les rendre au territoire d'où elles ont été prises. Donc on comprend 2 choses. On comprend par l'énumération des archives, cartes et plans et documents que ceux qui ont écrit ce traité de paix avaient tout à fait intérêt à être précis. Ils n'écrivent pas les biens culturels, les patrimoines, ils précisent exactement ce dont ils parlent et donc ce dont ils ne parlent pas. Premier point. Deuxièmement, on comprend que les œuvres d'art ne sont pas comme les archives, les cartes et les plans. C'est une autre typologie, c'est une autre logique. Et en effet, c'est une autre logique juridique, puisque les archives, les cartes, les plans servent à prouver des titres de propriété. Les archives ont un autre statut juridique que des collections d'œuvres d'art. Pour les archives, les cartes, les plans et les documents, cette catégorie juridique est telle qu'elle oblige à les prendre en compte dans le traité. En revanche, pour les patrimoines artistiques, manifestement, ce n'est pas clair. Alors, un tout petit rappel, car c'est une des autres perfidies de la France napoléonienne. Napoléon et la République française avant lui, la Révolution, n'avaient pas seulement l'intention de réunir à Paris toutes les œuvres d'art de l'Europe, tous les livres précieux de l'Europe et de faire de Paris la capitale de l'univers, ils avaient aussi l'intention d'en faire le cerveau, la mémoire de l'univers, puisque un projet a été dessiné. Vous en voyez ici le plan. On est au niveau de la Tour Eiffel à peu près. Si aujourd'hui on était dans cet endroit à Paris, ce serait l'endroit de la Tour Eiffel. Vous voyez l'école des Invalides derrière et de l'autre côté ce qu'on appelle le Trocadéro à Paris. Était prévu à cet endroit-là des archives de l'Empire qui seraient devenues la mémoire de l'Europe. Car Napoléon et ses troupes, partout où ils sont allés, ont confisqué des grandes quantités d'archives qui sont effectivement venues à Paris. Et quand on va aux archives des archives à Paris, on trouve les documents qui prouvent, par exemple, vous le voyez ici, que on voit des listes de transports d'archives, par exemple de la Confédération du Rhin, ou une correspondance générale relative au transport des archives pontificales de Rome à Paris. Toutes les archives du Vatican, ou une grande part, ont été transportées à Paris, ou aussi les archives de Simancas, pour donner un exemple proche de l'endroit où nous sommes et d'où nous parlons, qui ont été également transférées à Paris. La mémoire de l'Europe devait être à Paris. Alors, symboliquement, couper les autres de leur mémoire, c'est une chose extrêmement violente, mais il y avait aussi des raisons économiques avec l'idée que quand quelqu'un aurait besoin d'une copie parce qu'il vend un appartement ou parce qu'il a des questions d'héritage, etc., il devrait payer à la France des frais pour la copie des archives. Donc c'est un projet mémoriel et économique, une économie de la mémoire, et en tout cas qui prive les régions concernées, Vienne en fait partie aussi, de leur propre mémoire. Finalement, les archives arrivent, mais le bâtiment n'a pas été construit et les archives ont été, on l'a vu, à cause du traité de paix ou grâce au traité de paix, restituées. Vous voyez, il y avait même un très beau logo. Déjà, le papier à lettres était prêt, les archives de l'Empire. Le traité dont on vient de parler, qui donc est silencieux sur la question des œuvres d'art et des bibliothèques, était assez court, vous l'avez vu, parce qu'il était prévu qu'il soit précisé dans le cadre du Congrès de Vienne. Tous les représentants de l'Europe devaient se retrouver à Vienne pendant plusieurs mois, discuter, préciser ces articles, et ensuite refaire un traité, ou plutôt ce qu'on appelle l'acte final du Congrès de Vienne, dont vous voyez ici la dernière page, la page signée par les participants avec les sceaux. Dans cet acte final du Congrès de Vienne, et dans tous les papiers préparatoires qu'on peut lire, des milliers de pages, qu'on peut lire maintenant grâce à Internet de manière très ciblée, il n'y a pas un mot, rien, sur les restitutions. Silence assourdissant de la diplomatie et donc du droit
de la guerre, si on veut. C'est comme si, après beaucoup d'agitations que j'ai évoquées la semaine dernière, beaucoup de mobilisations dans les journaux, des commissaires qui viennent à Paris pour récupérer leurs œuvres, des diplomates qui s'attendent au début à ce que le sujet soit mis sur la table, beaucoup d'activités, puis un encéphalogramme plat. Il semble ne se passer plus rien, en tout cas plus rien au niveau officiel. On est en 1815. Le début, c'était 1814. Fin mai, le traité de paix, puis le congrès de Vienne qui dure plusieurs mois, où les esprits continuent de s'interroger pourquoi on ne nous a pas rendu, pourquoi ce n'est pas écrit quelque part. Et puis, là, après Waterloo, après les 100 jours, après l'interruption des 100 jours, l'impression que rien ne va se passer et qu'on ne pourra pas récupérer ces patrimoines, ou en tout cas pas les pièces les plus importantes. C'est à ce moment-là que le silence est rompu, d'une certaine manière, par les Britanniques, par Wellington, que vous voyez ici dans un très beau portrait de Goya, qui était lié à Wellington, et ça explique aussi pourquoi une partie des pièces pillées en Espagne, des pièces spoliées, perdues par l'Espagne pendant l'époque napoléonienne, se retrouvent aujourd'hui dans la collection de Wellington. Ici, c'est un dessin préparatoire de Goya pour ce portrait équestre, dessin préparatoire, comme vous le voyez au montage ici, qui se trouve au British Museum, et que j'ai préféré garder pour l'humanité ou pour l'immédiateté de cette personne qui semble être parmi nous, comme souvent dans les portraits de Goya. Et de l'autre côté, nous avons le baron Castlereagh, dont il a déjà été question la semaine dernière, également dans un dessin conservé d'un artiste britannique, une copie, un dessin qui représente un tableau, conservé aussi au British Museum. Ces deux-là, au mois de septembre 1815, vont avoir une discussion extrêmement importante qui est une discussion juridique, avec un énorme impact, même si aucune loi n'en découle. Mais le discours, leurs arguments, sont des arguments de droit. Une lettre en particulier est très, très célèbre pour les personnes qui s'occupent de ces questions. C'est-à-dire moi, par exemple, j'adorerais la posséder, mais non. Elle est aux archives de l'université de Southampton. C'est la lettre de Wellington à Castlereagh, datée du 23 septembre 1815. Le manuscrit est là-bas, mais cette lettre, c'est une fausse lettre privée. En réalité, c'est un pamphlet, un manifeste qui va être diffusé dans toute la presse internationale dans la semaine qui suit. J'avais déjà montré la semaine dernière quelques exemples. On a le journal de Florence, qui l'a reproduit en entier. C'est difficile à lire pour vous, mais à partir d'ici, on peut lire Parigi, 28 settembre, et ensuite la lettre est reproduite. On la trouve reproduite dans des revues américaines. Ici, c'est une revue de la région de Washington qui reproduit la lettre, vous voyez, du duc de Wellington à Castlereagh également. On la trouve reproduite dans la presse espagnole, et j'étais vraiment contente de la trouver, dans le Mercure d'Espagne en novembre 1815, un article qui commence par les États-Unis. On est dans un monde extrêmement globalisé à l'époque. Il ne faut pas croire que l'Europe est séparée du reste. On l'a vu dans notre traité de paix déjà, les colonies jouent un rôle considérable, et puis les États-Unis et les Amériques en général et l'Inde suivent de très près ce qui se passe à Paris, et inversement. Donc ici, après un premier article sur les États-Unis d'Amérique, un petit peu plus loin, arrive une correspondance de France, très longue, sur l'extraction, comme vous voyez, des objets culturels, article qui se poursuit avec la mention, ici en haut, du manifeste, comme il l'appelle ici, de Wellington à Castlereagh, daté du 23 septembre. Donc là, on est dans un texte, c'est un petit peu comme un discours, je ne sais pas à quoi on peut comparer ça aujourd'hui, mais c'est comme des breaking news, des nouvelles que tout le monde entend à la télévision. Il semble que l'opinion publique internationale, dans toutes les langues, ait été informée de l'existence de ce texte. Et il est reproduit ici, en entier, sur plusieurs pages. On ne va pas le lire, on va le lire demain avec le groupe du séminaire
avec qui j'ai le plaisir de travailler le vendredi, et que je salue d'ailleurs, et j'ai eu un grand plaisir à exercer votre intelligence, à interagir avec vous la semaine dernière. Mais on va simplement constater qu'à peine ce texte est paru, on va entrer un petit peu dans les détails tout à l'heure, qu'il provoque une énorme réaction du côté des Français qui eux-mêmes publient des contre-manifestes contre ce texte. Et tous ces textes sont des textes qui naviguent entre le droit et la morale, qui n'argumentent pas en termes culturels, les termes qui nous intéresseront plutôt la semaine prochaine, l'universalisme, l'accès aux collections, etc. Non, ils argumentent en termes de traité, en termes de morale, de droit, de fixation par écrit de règles pour la communauté internationale. Je vous montre 3 réponses à cette lettre qui sont toutes anonymes. On sent que les Français, sous la première Restauration, n'ont pas très envie de se mouiller, ils se retiennent, ils font attention. Un Français, et ça explique pourquoi ces titres, c'est un Français à. C'est moins un nationalisme qu'une manière d'être anonyme. Un Français à l'honorable Lord Wellington sur sa lettre du 23 septembre, observation d'un Français sur l'enlèvement des chefs-d'œuvre du Muséum de Paillerie en réponse à la lettre du duc de Wellington, ou encore considération sur la lettre du duc de Wellington, et celui-ci, par exemple, répond aux observations. Donc là encore, cette soi-disant lettre, cette déclaration finalement internationale, suscite encore un jeu de domino où beaucoup d'anonymes et de spécialistes de la question, à l'époque, se positionnent. Alors, quelles sont ces positions ? De quoi parle-t-il, en fait ? Sur quoi s'énerve-t-il ? Quel est le point ? On revient à la lettre elle-même, dont j'ai ici inséré la traduction contemporaine en espagnol et ici une traduction française, enfin la version française. Dans cette lettre, qui fait 3 ou 4 pages de journal, Wellington déclare notamment « Les mêmes sentiments qui font désirer au peuple français de garder les tableaux et les statues des autres nations doivent faire désirer aux autres nations, maintenant que la victoire est de leur côté, de voir restituer ces objets à leurs légitimes propriétaires. » C'est dit de manière compliquée, mais le message, c'est de même que les Français veulent garder ce qu'ils ont pris quand ils étaient les vainqueurs, de même, ceux qui sont maintenant les vainqueurs doivent légitimement avoir envie de récupérer tout ça. Et le terme de restitution, le terme de légitimité est connecté ici au terme de désir. Vous le voyez, hein, on est vraiment entre les deux toujours, entre un désir, une aspiration, quelque chose qui est plus de l'ordre de la justice, et puis la légitimité et le droit. Donc, et les propriétaires, la propriété étant aussi un terme juridique. Il est, écrit Wellington, de plus à désirer pour le bonheur de la France et pour celui du monde qu'on lui fasse sentir que quelque grand qu'aient pu être ses avantages partiels et temporaires sur une ou plusieurs puissances de l'Europe, le jour de leur restitution doit arriver à la fin. Ici, le message, c'est qu'il faut donner une leçon de morale à la France, qu'elle comprenne qu'elle a exagéré en Europe, qu'elle a fait souffrir trop les Européens, et qu'en restituant, elle va, d'une certaine manière, payer le prix de la restitution, le jour de la restitution. Elle va donc s'excuser, d'une certaine manière. Ce serait une manière de refaire le bien, de réparer les malheurs du monde, en donnant du bonheur à elle-même, et expression du bonheur qui est intéressante dans ces textes juridiques encore, et aussi assez typique de l'époque, donc pour réparer. En fait, l'idée de restitution ici, c'est une idée qui est fréquente aujourd'hui, qu'on évoque souvent aujourd'hui, une idée de réparation. On va réparer les malheurs qui ont été faits, et la France a tout intérêt à être contente de réparer. Alors, si on regarde à la même époque, quel est le vrai droit ? Comment peut-il parler de propriétaire légitime ? Comment peut-il parler de bonheur des peuples
qu'en dit le droit international à l'époque, ce qu'on appelle le droit des gens. Le droit des gens, c'est ce qu'on appelle en allemand le Völkerrecht. Je ne sais pas exactement comment on doit pouvoir le dire en espagnol, mais c'est le droit international, le droit des peuples. L'un des textes les plus proches des sujets qui nous occupent à l'époque, où le droit international est en voie de déploiement, aussi de précision, est le texte de Johann Ludwig Klüber, dont vous voyez que c'est aussi un franco-allemand, disons, qui publie sous le nom aussi de Jean-Louis Klüber à Stuttgart, un texte sur le droit des gens modernes de l'Europe, où il revient sur les questions de butin de guerre. À l'article 253 de ce texte de 1819, quelques années après notre grande restitution, il écrit, sous la rubrique butin, « Il peut être pris comme butin, preda en latin, sur les armées, les vaisseaux de guerre et les armateurs ennemis, de forces ouvertes ou cachées, tout ce qu'ils possèdent de biens mobiliers. » Donc, en situation de guerre, on peut prendre un butin, dit-il, si on est le vainqueur. Il précise dans le même article, petit a, ce butin appartient, d'après le droit des gens, au gouvernement faisant la guerre, mais aujourd'hui, il est généralement abandonné aux soldats qui l'ont conquis. Très intéressant. Normalement, si vous faites une prise de guerre, vous êtes un petit soldat, vous faites une prise de guerre, nous dit-il, jusqu'au début du 19e siècle, vous allez la donner à votre officier qui va la donner à l'État. Ça appartient à l'État. Mais, nous dit-il, là, depuis quelque temps, les soldats les gardent. C'est extrêmement intéressant parce qu'on est à un moment où ces prises de guerre, on va le voir dans son point petit b, je vais le dire après, vont arrêter, ça va s'arrêter en Europe, ce genre de manière de faire, mais ça va s'exporter hors de l'Europe. Mais regardons d'abord le point B. Point B, aujourd'hui, les monuments publics, les objets littéraires et des beaux-arts, c'est-à-dire les bibliothèques et les musées, le mobilier dans les châteaux, édifices et jardins appartenant au souverain ou à sa famille, ainsi que les choses servant au culte, les choses religieuses, sont ordinairement ni détruits ni maltraités. Point très intéressant, il nous dit, aujourd'hui, il précise, à notre époque, normalement, ordinairement, on ne prend pas les bibliothèques, on ne prend pas les musées et on n'attaque pas les biens de l'Église. C'est tabou. La culture, on n'y touche pas. C'est ce qu'il nous dit ici. Et en effet, depuis le XVIIe siècle, en fait, en Europe, avant que Napoléon remette, et la Révolution française avant lui, remette cette pratique au goût du jour, on ne touchait plus les biens culturels en Europe. On se faisait la guerre, on prenait des armes, on prenait des archives, mais on laissait les collections des autres. On ne les touchait pas. Napoléon réactive ça, et après 1815, quand Klüber écrit son texte, il est décidé que c'est fini. On ne le fera plus, ça, en Europe. Et on comprend bien que ce « aujourd'hui » signifie aussi « aujourd'hui » et à partir de maintenant. On ne touche pas les objets de culte. Mais vous voyez aussi, vous l'avez entendu quand je le lisais, c'est pas très explicite, c'est pas une loi donnée, c'est plutôt un spirit, un esprit européen général que les Européens vont s'appliquer à eux-mêmes. La lettre de Wellington qu'on a lue tout à l'heure faisait réponse ou suivait une note qui avait précédé, que j'ai déjà évoquée la semaine dernière, vous vous en souvenez, qui nous montre un autre aspect de cette gestion de la question, je l'appelle, disons, parajuridique de la question en 1815, qui était la position de Castlereagh. Vous vous souvenez de la citation de la semaine dernière qui disait « Les choses, si elles sont dans les musées français, vous vous souvenez, là j'avais mis tous nos objets d'art sur le petit rebord, tant qu'elles restent dans les musées français, empêchent la France de se réconcilier avec les territoires qu'elle a perdus. » Et il précise cette idée à la fin de son texte en écrivant, en faisant une proposition. Comment on pourrait finalement régler la question des restitutions, même si on n'a pas de loi pour le faire, même si on n'a pas un droit écrit explicite. Le principe de la propriété réglée sur les droits des territoires d'où ces chefs-d'œuvre ont été enlevés est le plus sûr
est le seul guide vers la justice. Pour lui, la seule manière d'être droit et de répondre aux questions de déplacement patrimoniaux, c'est de rendre les choses non pas où elles ont été créées, mais où elles ont été prises. La distinction est très importante parce que, par exemple, les musées allemands n'ont pas beaucoup d'art allemand. Tout ce qui a été pris dans les musées allemands à l'époque, c'est de l'art plutôt italien ou plutôt flamand. Donc c'est important de dire, on va rendre là où ça a été enlevé, pas là où ça a été créé. C'est le moyen le plus sûr et le seul guide, la seule boussole. On n'a pas de texte de loi. La boussole, c'est de dire ce qui vient d'un endroit, on le rend à cet endroit quand la chose a été perdue. Et il n'est rien peut-être qui pût contribuer davantage à tranquilliser l'esprit public d'Europe aujourd'hui qu'un tel hommage rendu par le roi de France à un principe de vertu, de conciliation et de paix. Là encore, on est du côté de la morale. Rendre, réparer, remettre dans les territoires qu'on a restitués ceux qu'on avait pris, c'est faire la paix. Et sans ça, il n'y a pas de paix. C'est intéressant pour nos conversations actuelles dans les contextes post-coloniaux. Tant qu'il n'y a pas justice, il n'y a pas de paix. C'est un slogan. No justice, no peace, vous connaissez. Et on l'a ici aussi. Alors ça énerve beaucoup les Français, je ne vais pas trop insister, mais je voudrais jeter un tout petit coup d'œil avec vous dans le texte de ce monsieur, anonyme, alors je l'ai mis de dos, comme ça on ne sait pas qui c'est, qui se plaint beaucoup, dès la préface de son texte, que les mots de justice, de droit, de possession légale, de restitution dans le texte de Wellington, c'est vraiment mal utilisé, mal compris, et que Wellington, en fait, ne pense pas en bon juriste, contrairement à cet anonyme, qui va nous expliquer, lui, comment il conçoit la chose en 1815 à Paris. Tous ces textes, vous pouvez les consulter sur Internet et ils méritent vraiment d'être lus. D'abord, il nous explique que le musée de Paris, enfin, c'est pas d'abord, il nous l'explique, mais il nous explique et ensuite il va développer ses idées. Le musée de Paris fut, 1, le fruit de la victoire, donc un trophée de guerre, 2, d'échanges légitimes. Certains États ont échangé des œuvres avec la France. 3, de trésors prodigués, de cadeaux, de cadeaux diplomatiques, par exemple. Par exemple, le roi d'Espagne offre des tableaux à la France, c'est un cadeau. Des compensations pacifiques, on vous a pris ceci, on va vous donner cela, et de possessions nationales concédées par des traités, conservées par des capitulations, et il devait être nécessairement la propriété la plus inviolable. Donc ici, il nous fait finalement une typologie des provenances possibles en temps de guerre, en temps d'asymétrie de pouvoir, en finissant sur le fait que tout ça a été donné à la France, fixé, soit de manière légitime, avec ce qu'on appelle le consentement de l'autre. Il y a eu consentement, dit-il, d'une part, et d'autre part, il nous dit, il n'y a pas eu seulement consentement, mais dans beaucoup de cas, il y a eu des traités. Il y a eu des traités de paix qui stipulent que, par exemple, le pape doit rendre beaucoup. Donc, le musée, c'est un mix, c'est un cocktail d'œuvres venues, dit-il, par le droit de la guerre, par les échanges, les cadeaux, les compensations et les traités. Et par conséquent, seuls des traités, nous explique-t-il, peuvent défaire des traités déjà existants. Et il revient sur son texte, sur de nombreuses pages, sur les quelques traités qui, en effet, avaient signé le départ des œuvres en Europe. Et on va revenir là-dessus tout à l'heure rapidement. Vous verrez qu'ils ne sont pas du tout nombreux, en réalité. Et pour lui, et pour les autres, qui sont donc les légalistes, les premiers sont plutôt ceux qui sont du côté de la morale, mais les légalistes disent, nous avons des traités, pour défaire un traité, il faut un nouveau traité. Si le traité de Paris n'a rien dit, si le congrès de Vienne ne dit rien, ça nous appartient. Ça, ce sont les légalistes. Alors, en réalité, il y a un seul traité vraiment important dans toute l'histoire des spoliations de la Révolution française et de l'Empire, c'est le traité de Tolentino, que vous voyez ici, disons, figuré dans une lithographie un peu ultérieure des années 1820. Vous voyez le pauvre pape au milieu qui tient le traité de Tolentino, là, comme on tiendrait un... Je ne sais pas, comme ça. Avec désespoir. Il a une attitude de désespoir en tenant son traité. On le voit dans son musée, dans la rotonde du musée Pio-Clémentin, le musée du Vatican, avec derrière le groupe du Laocoon, la plus célèbre antique dans l'Europe
de l'époque, une icône de la réception de l'Antiquité, et puis l'Apollon du Belvédère que vous voyez là-bas tout à fait à gauche, et au premier plan des soldats français qui s'affairent déjà à emballer ce que le pape a promis dans le cadre du traité de Tolentino de 1797, qui obligeait le pape à céder 500 pièces majeures de ses collections. Et là, donc, vous voyez d'une certaine manière le point de vue du vainqueur, ici, enfin un point de vue neutre, disons. Ici, un détail d'un très grand vase de porcelaine de Sèvres qui montre l'arrivée sur des chariots. Les chariots jouent un grand rôle dans l'iconographie des spoliations artistiques. L'arrivée sur des chariots ou par des porteurs de manuscrits, de rouleaux de manuscrits, et puis de ce groupe du Laocoon à Paris. Tout ça peint sur un très beau, très grand vase de Sèvres daté de 1814. Et puis, on a... Ah, je ne l'ai pas, malheureusement. J'avais une belle caricature de Cruikshank qui montrait le point de vue des Britanniques sur ce traité, mais peut-être que c'est mieux qu'on ne l'ait pas parce que le temps presse. Donc, finalement, si on résume les positions, nous avons d'un côté les dits moralistes, ceux qui sont du côté du bien, de la leçon de morale qu'il faut infliger à la France et de l'idée de réparation, de cicatrisation, de nouveau départ. Et de l'autre côté, ceux qui sont plutôt des Français, mais pas seulement, qui estiment que, puisque les œuvres ont toutes des provenances bien spécifiques, il faut se tenir à ces provenances et reconstituer bien les provenances pour savoir si on va rendre ou pas. Pour moi qui vis en Allemagne, la question des provenances est tout à fait cruciale dans tous les débats actuels. Quand vous demandez à un musée « Est-ce que vous pouvez nous rendre ces pièces venues à l'époque coloniale allemande du Cameroun ?», la réponse sera toujours et d'abord « elles ont peut-être été offertes, elles ont peut-être été échangées ». Voilà. Donc, il va falloir faire un long travail de provenance qui demande beaucoup de personnel, beaucoup d'argent, et peut-être que dans 10 ou 20 ans, on pourra décider si oui ou non on va les rendre. Donc, la question de l'origine juridique des œuvres est à la fois extrêmement importante, parce qu'elle est variable, mais elle peut être aussi un moyen d'empêcher que les réparations, la réconciliation, la cicatrisation, la fin du traumatisme se fassent. Je vais aller très vite là-dessus, mais cette origine juridique des œuvres, c'est-à-dire c'est pas leur origine géographique, c'est pas tel tableau qui vient d'Espagne, c'est tel tableau qui a été emporté par le maréchal Soult, par exemple. C'est-à-dire à qui ça appartient à ce moment-là, entre les mains de qui se trouve cette pièce. C'est ainsi qu'on entend l'origine juridique. Les titres juridiques de l'appropriation, donc, sont une des questions qui se posent beaucoup à cette époque. La question du consentement, à cette époque et aujourd'hui encore. Comment prouver, en fait, que ça vous appartient si on vous a pris quelque chose et que c'est à vous d'apporter la preuve du fait que vous avez été le propriétaire. Ça s'appelle la question de l'inversion de la charge de la preuve, qui amène la charge de la preuve, qui prouve. Et dans le cas des restitutions de 1814-1815, on demande à ceux qui ont été spoliés de prouver que ça leur a appartenu. Comme aujourd'hui encore, dans bien des cas, on demande à ceux qui ont été dépossédés de prouver. Et souvent, cette preuve est difficile à donner. Donc la question des titres juridiques de l'appropriation est très discutée à l'époque. La question du consentement et du vice de consentement, c'est-à-dire est-ce qu'on peut considérer que le pape, lorsqu'il signe le traité de Tolentino, est vraiment d'accord au fond de lui-même pour céder 500 pièces majeures de ses collections, ou est-ce qu'il y est forcé ? Est-ce qu'on peut parler de consentement dans des contextes de pouvoir asymétriques ? Oui ou non ? Grosse question à ce moment-là. Et les moralistes disent, ceux du côté de la morale disent, ben non, il y a peut-être eu des traités signés, mais enfin, c'est des traités forcés, d'une certaine manière. Et si on veut vraiment faire la paix, si on veut faire venir une nouvelle éthique relationnelle avec les anciens vaincus, ben, il faut solder les comptes, il faut fermer les dossiers ouverts. Et donc, poser la question du consentement ou du vice de consentement. Et puis, une autre question qui se pose, c'est celle de la multiplicité des propriétés d'origine. Je l'évoquais un tout petit peu tout à l'heure, mais si vous êtes, par exemple, à Paris, en possession d'un beau tableau du Corrège que vous avez pris à Kassel, en Allemagne, la question va se poser à un moment de savoir si ça appartient à Kassel, à l'Allemagne,
ou si ça appartient plutôt à Parme, ou à une collection italienne, ou à un cloître qui a dû le céder à un moment parce que, pour des raisons économiques, il a été obligé de le céder. La même question se pose aujourd'hui. Si vous avez une pièce, disons, asiatique, très belle, qui vient du pillage du palais d'été au milieu du XIXe siècle par les troupes britanniques et françaises à Pékin, et qu'elle est allée dans la collection, par exemple, de grands collectionneurs juifs autour de 1900, qui étaient des grands et très experts collectionneurs d'art asiatique. Si on décide de le rendre aujourd'hui, comment fait-on, comment discute-t-on la propriété? Est-ce qu'on le rend à la Chine, en considérant que le contexte d'origine, c'est le palais d'été, ou est-ce qu'on le rend à la famille juive, qui a été peut-être décimée pendant le XXe siècle par la politique raciste nazie, etc. C'est des questions très complexes qui se posent déjà aussi autour de 1800. Alors, oups, je vais réessayer là. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de faire des cartes animées, et c'est un semi-échec. Donc, je vous demande pardon, et ça m'a d'ailleurs causé pas mal de soucis. Mais cette carte-là nous montre, alors regardez bien la France surtout, nous montre l'évolution des frontières de la France entre la Révolution et 1795 dans un premier temps. Et cette évolution est liée à des conquêtes territoriales, à des moments donc, de guerre, des moments militaires d'une part, et puis des moments d'intégration administrative. Quand un territoire a été conquis, il devient, comme c'est le cas dans la rive gauche du Rhin, là-haut, un département français. Et dans ces circonstances-là, vous avez différents types de spoliation qui amènent différents types de statuts juridiques des œuvres. Ce que vous prenez dans la bataille, l'œuvre où il y a encore du sang dessus, n'a pas le même statut, par exemple, que celle que vous prendrez dans la ville de Trèves ou de Cologne, qui est devenue un département français, où vous ferez simplement venir quelque chose à Paris dans une logique de centralisation. On a des logiques tout à fait différentes. Je vous montre quelques exemples. Donc, en 1794, la première région d'Europe touchée par la politique agressive d'appropriation culturelle française sont les régions de l'actuelle Belgique, des actuels Pays-Bas et de l'actuelle Rhénanie, Cologne, qui sont sur la rive gauche du Rhin, pas Düsseldorf, mais Cologne, Coblence, etc. Le genre de pièces qui sont rapportées à Paris, et là encore une difficulté méthodologique, et surtout dans des conférences, c'est qu'on peut toujours montrer une œuvre, mais il faut toujours penser qu'on parle de dizaines, de centaines d'œuvres. Et c'est difficile de faire ce jeu d'échelle entre les grandes quantités qui ont été déplacées et les grandes qualités aussi. Donc là, je me contente de vous montrer quelques pièces. Celle-ci, c'est le martyr de Rubens, le martyr de Saint-Pierre de Rubens, déjà vu la semaine dernière, qui a été pris dans l'église de Cologne pour laquelle il avait été peint. Donc nous avons, dans cette grande première phase de spoliation, en temps de guerre, des départs comme celui-ci, de grands tableaux d'autel, venant aussi de la région de Anvers, les très grands Rubens qui sont retournés, qu'on peut voir là-bas quand on y est, les 4 panneaux centraux de l'agneau mystique de Van Eyck, de Ghent, viennent à Paris à ce moment-là, mais aussi des éléments entiers d'architecture, des colonnes, qui intéressent beaucoup les commissaires français à ce moment-là, et puis des animaux vivants, comme un couple d'éléphants, par exemple, qui arrive des actuels Pays-Bas, qui arrive à pied, qui avait été capturé 20 ans plus tôt dans l'actuel Sri Lanka, à Ceylan, qui avait été transporté dans le jardin botanique du Stadhouder des Pays-Bas et qui font le voyage jusqu'à Paris. Et celui-ci s'appelle Parky. Il a été, après sa mort, donc c'est la femelle, elle a été après sa mort disséquée et anatomisée, et elle se trouve aujourd'hui dans les réserves du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Là, c'est une photographie qui la montre au musée d'Orsay, il y a quelques années, où elle a été exceptionnellement exposée. Donc vous voyez ici, on a une grande variété d'objets qui ont été pris dans une grande variété de circonstances, à la fois guerrières et administratives, avec souvent, en tout cas au début, un certain chaos dans la manière de prendre. On n'a pas de liste précise, pas de procès-verbaux, et donc apporter la preuve, faire la preuve qu'on est les propriétaires et même comprendre ce qu'on a perdu est un moment extrêmement ou un exercice extrêmement difficile. Attention, la deuxième carte, c'est celle qui fait toujours
exploser mon ordinateur depuis ce matin. Pendant ces quelques années, entre 1795 et 1799, tout ça se passe pendant des guerres de coalition, elles sont au nombre de 6, c'est assez compliqué de suivre tout ça, mais en tout cas la France continue son expansion territoriale, on n'est pas encore à la période de l'Empire, et la deuxième grande vague de saisie a lieu à partir de 1796, on l'a évoqué, dans les États pontificaux, c'est-à-dire autour de Rome, mais aussi autour de Bologne par exemple, et puis en Italie du Nord, scellé par le traité de Tolentino, qu'on a évoqué. Donc là, on est dans un cas tout à fait différent. On est en situation de conquête territoriale, mais la chose est scellée et fixée par un traité de paix, ce qui n'avait été pas du tout le cas dans les régions rhénanes, et quitte Rome et les collections du pape, les grandes icônes de l'art européen de l'époque, l'Apollon du Belvédère, le groupe du Laocoon, de grands tableaux de Raphaël, du Corrège, extrêmement célèbre, donc la Sainte Cécile de Raphaël que vous voyez ici, la Nuit du Corrège, ou encore, par exemple, entre autres très nombreux manuscrits précieux, les manuscrits de Léonard de Vinci, qui viennent de Milan, de la bibliothèque ambrosienne, et qui sont pour partie aujourd'hui toujours conservés à l'Institut de France, au centre de Paris, d'où j'ai la photo. Et bien sûr, en 1797, connue de tous, c'est peut-être l'œuvre la plus connue parmi celles qui a été déplacée sous la Révolution et l'Empire, les noces de Cana de Véronèse, qui sont prises, elles, dans un couvent. Donc non seulement on a différentes circonstances, différents gestes d'appropriation qui amènent différents statuts juridiques de la possession, mais on a aussi différents types de propriétaires antécédents. Certains sont des collections déjà formées, comme celle du pape, qui a un musée public à Rome. D'autres sont des couvents qui sont sécularisés pendant la période, ou en tout cas détruits, et certains d'entre pillés, certains d'entre eux officiellement sécularisés, avec des recompositions de leurs collections. Ici, il s'agit d'un tableau peint pour le mur du couvent San Giorgio Maggiore, sur une petite île en face ou à Venise. On ne va pas faire tous les ans comme ça, mais j'ai pensé que c'était intéressant quand même de comprendre à quel point les typologies sont compliquées et les statuts juridiques sont compliqués. Autour de 1800, la France a continué de s'étendre et d'avoir de plus en plus de départements intégrés avec cette politique qu'elle mène aussi avec la Bretagne, le Pays Basque, si on veut, la Normandie et le sud de la France, qui est de prendre tout ce qu'il y a de mieux et de le centraliser à Paris. C'est-à-dire que ça touche non seulement la France, ça touche non seulement les pays étrangers, mais aussi la France. Sauf que ça ne fait pas du tout le même effet. Enfin, c'est difficile aussi pour les gens de Lyon, Grenoble, Marseille, etc. Mais ce n'est pas pareil de contribuer à un effort national que de contribuer à l'effort national du vainqueur, même si ce vainqueur vous considère comme un Français. Donc ici, on voit, ça arrive de trop loin, ce sont des manuscrits extrêmement précieux qui arrivent des régions de Coblence et de Trèves, qui deviennent des départements français autour de 1798, 1800. Tout ça est centralisé en France, puis des expéditions militaires ont lieu en Bavière qui permettent de rapporter notamment la bataille d'Alexandre de Altdorfer, aujourd'hui présentée à la Pinacothèque de Munich, et qui finit prétendument, selon une légende, dans la salle de bain de Napoléon à Saint-Cloud. D'autres prétendent qu'il n'avait pas de salle de bain. Et puis, au moment de l'Empire, les choses s'aggravent, finalement. Elles s'aggravent aussi parce que les techniques de spoliation, les besoins des Français des autorités françaises, des experts français sont de plus en plus clairs, et qu'ils rencontrent de moins en moins de résistance dans leur tentative d'appropriation, viennent et victimes des spoliations françaises, une première fois en 1805 et une deuxième fois qui viendra tout à l'heure en 1809. Les villes d'Allemagne du Nord, y compris Danzig et Varsovie, sont
victimes en 1806 et 1807, de Dominique Vivant-Denon, le directeur du Louvre lui-même, qui se déplace. Il a 60 ans, c'est un vieux monsieur, mais il pense qu'il faut lui-même qu'il suive la Grande Armée pour aller choisir lui-même les pièces les plus intéressantes. Et puis Vienne, vous voyez le deuxième petit point qui s'est ajouté là, est à nouveau victime de cette politique en 1809. Je vous passe le genre d'œuvres qui sont arrivées, mais on est très bien informé. On a une très belle iconographie sur ces saisies. Vous voyez ici Dominique Vivant-Denon. C'est lui, en train de faire enlever des statues antiques de la collection du Landgrave de Hesse à Cassel, avec les ouvriers locaux qui l'aident, et toujours à proximité les directeurs des musées dépouillés qui sont associés à ces moments, à qui on donnera des procès-verbaux. Donc pour eux, pour ceux qui sont dépouillés, dépossédés sous l'Empire, c'est plus facile d'apporter la preuve de ce qu'ils ont perdu parce qu'on trouve les procès-verbaux, on leur laisse un procès-verbal. Tout ça se fait au nom de la France et de la meilleure visibilité que leurs collections auront à Paris, et puis toujours à Cassel, et toujours avec Dominique Vivant-Denon ici, représenté comme un expert avec ses lunettes. Dans l'iconographie des spoliations artistiques, ceux qui prennent ont toujours des lunettes ou des loupes, pour montrer qu'ils ne font pas n'importe quoi. Ils choisissent de manière raisonnable et raisonnée. Et le monsieur derrière, tout accablé, est le directeur de la galerie de peinture de Cassel. Donc là, on est dans des cas, juridiquement, qui sont pour moi difficiles à décrire et à nommer, qui sont des spoliations ou bien des enlèvements. Le terme officiel de l'époque, c'est des enlèvements de collections dans des villes qui ont été conquises par la Grande Armée, mais avec le consentement, avec la signature des directeurs en place qui aident même parfois, sous la menace, Vivant-Denon à faire ses choix. Très beau dessin d'ailleurs, toute une série qui permettent qui font partie, c'est pas des dessins faits pour le plaisir bien sûr, hein, c'est la propagande impériale qui ici est en préparation. Il s'agit de montrer que tout s'est fait avec beaucoup de calme et de sérieux. Et puis l'Espagne, à partir de 1808 et jusqu'à l'extrême fin de l'Empire, jusqu'à 1813, va être, elle, victime de déprédations tellement différentes, de types tellement différents qu'il est vraiment assez difficile d'y s'y retrouver, il faut dire. On parle de plus de 200 tableaux, presque 300, qui ont été pris aux grandes familles aristocratiques, d'une part, d'autre part de dons faits par le roi d'Espagne, qui est un frère de Napoléon, à l'Empire, puis d'autres pertes et déperditions qui se sont faites dans les circonstances de la guerre. L'icône des déprédations qui ont eu lieu en Espagne à cette période, c'est l'Immaculada de Murillo, qui est pratiquement l'arbre qui cache une forêt immense de plusieurs centaines d'œuvres qui ont quitté les collections espagnoles et qui ont été, pour un grand nombre d'entre elles, dispersées ensuite en Europe et même dans le monde entier. On a quelques restitutions en 1815, enfin un nombre numéraire important, 200 pièces à peu près sont rendues en 1815, mais ce ne sont pas des pièces majeures, et les pièces majeures sont finalement perdues. Si vous souhaitez creuser ces questions-là, et c'est vraiment, c'est une activité qu'on peut vraiment mener comme un enquêteur criminaliste, parce que c'est tellement compliqué qu'il faut suivre ces sources. Je vous recommande 3 lectures. D'abord, le volume de 2015, Patrimonio en Conflicto, que j'ai déjà évoqué la semaine dernière, qui est un remarquable état des lieux, un catalogue publié au moment du bicentenaire de 1815, en 2015. Et puis, bien avant, en 2002, l'exposition sur l'intérêt, ou je crois, comment ils appellent ça, le goût des Français pour l'art espagnol. C'est formulé de manière élégante, avec notamment, à la fin de ce volume de 2002, une excellente chronologie de Déborah Roldan, qui permet de comprendre ce qui est parti, quand, dans quelles conditions, grâce à qui. Et c'est une chronologie qui est vraiment comme un roman policier. On la lit avec beaucoup d'intérêt. L'exposition remarquable et importante, ici même au Prado en 2008, sur Goya et la guerre, avec l'article
de José Manuel de la Mano, qui a réussi le premier à comprendre quels étaient les 50 tableaux du maréchal Soult et qui a publié la liste exacte des provenances et des dénominations, ce qui est un travail difficile. Et puis, dans le dernier ouvrages que je montre ici, qui sont des ouvrages pour commencer. Après, bien sûr, il y a une multitude d'articles, si vous souhaitez approfondir la question. L'article ici sur le rôle de l'Académie royale des beaux-arts de Madrid pour récupérer ce qu'avait pris Joseph Bonaparte. Dernière étape, pour l'avoir dit, à partir de 1812-1813, à l'extrême fin, c'est-à-dire quand Napoléon est déjà allé s'écraser en Russie, que ses soldats, la Grande Armée, est en train d'être congelés à Moscou, Dominique Vivant-Denon, lui, continue ses voyages et va notamment en Toscane pour y choisir des peintres qu'ils appellent les peintres primitifs à l'époque, les peintres antérieurs à l'époque de Raphaël, les tout premiers peintres qui commencent à intéresser l'histoire de l'art. Et là, on est dans le cas de ces tableaux qui viennent de départements français. D'un département français, donc personne ne peut se plaindre, en fait, c'est la centralisation habituelle. J'ai presque terminé. Je voudrais simplement revenir en un mot, après avoir entendu avec vous ces très très grande diversité de types d'appropriation, de titres de propriété, de difficultés à prouver la propriété ou non, revenir sur la proposition de Castlereagh en 1815, souvenez-vous, qui disait qu'un principe de propriété réglé sur les droits des territoires d'où viennent les chefs-d'œuvre est en fait le plus sûr et le seul guide vers la justice. Ce qu'il nous explique, c'est que si on commence à déployer tous les détails de provenance pour comprendre quelle a été la qualité spécifique du don ou de la compensation, etc., on s'en sortira jamais, et que le plus juste, le plus simple aussi, c'est simplement de voir ce qui, en contexte de pouvoir asymétrique, est sorti et de le rendre au territoire une fois que ces territoires reprennent leur souveraineté. Et ça, finalement, si vous me permettez de faire ce lien-là, sans anachronisme, c'est ce que nous avons proposé avec mon collègue Felwinsar, le professeur Felwinsar, quand nous avons écrit le rapport pour Emmanuel Macron. Ce qu'on a dit finalement, c'est que s'il y avait des demandes, on n'a pas du tout proposé de tout restituer et de vider les musées français. Ça, c'est une vision caricaturale de ce rapport qui n'est pas du tout celle qu'on peut y lire. On a expliqué, en revanche, que si des demandes étaient formulées, il serait bon de répondre plutôt oui que plutôt non. C'est une manière de dire c'est très compliqué et peut-être qu'il y a des titres de propriété, mais quand les rapports de pouvoir ont été tellement asymétriques que le consentement est difficile à prouver, difficile à donner. Si vraiment une communauté souhaite récupérer quelque chose et si cette communauté a été lâchée par la France et souveraine, disons plutôt oui que plutôt non. Donc, sans le savoir, à l'époque, Felwinsar et moi étions plutôt du côté des moralistes. Dernier mot, pour vous montrer, parce que je disais tout à l'heure au début que avec les années 1814-1815, dans beaucoup de domaines, donc dans la pragmatique des reprises, mais aussi dans la philosophie des reprises et aussi dans les questions légales, on est à un moment matriciel. On est comme au début de quelque chose, et pour les questions juridiques, on est vraiment au début, puisque quand dans les années 80, plus d'un demi-siècle plus tard, les intellectuels juristes européens vont commencer à se poser des questions sur la protection des patrimoines culturels et vont vouloir la fixer par le droit international, ils vont beaucoup revenir sur l'épisode de 1815. Si vous regardez les grands traités de droit international public des années 1880, comme celui de Pradier-Fodéré à gauche et de l'allemand ou suisse, je ne sais plus trop, Bluntschli à droite, qui est aussi un essai de droit international codifié, vous voyez que tous reviennent sur l'épisode de 1815, les uns, comme ici, Pradier, Fodéré, étant plutôt du côté des légalistes. Il écrit « Si à l'époque, en 1815, les Alliés voulaient dépouiller la France, ils auraient dû y procéder diplomatiquement par la voie des traités. Pour enlever à la France les œuvres d'art, les livres, les manuscrits qu'elle avait acquis en vertu de conventions,
Des conventions nouvelles étaient nécessaires afin d'annuler le droit que les premières avaient fait naître. Quant aux objets que les armées françaises avaient pris, une convention, un traité, était non moins indispensable pour déterminer les objets à restituer et pour donner à cette revanche de la force la consécration du droit conventionnel. C'est dit de manière compliquée, et puis on est un peu fatigué là, mais en gros, il dit, si les Alliés, à l'époque, quand les Alliés ont forcé la France à tout rendre, ils auraient dû écrire des traités. Ils auraient dû le faire de manière diplomatique et propre. Le fait qu'ils ne l'aient pas fait que cette restitution de 1815 est un scandale, est une blessure. Et une blessure qu'on aimerait bien réparer d'ailleurs. Dans les années 1880, les Français et les Allemands, à ce moment-là, sont dans des conditions qui font que l'idée de revanche, de revanchisme culturel, la question du lien entre les territoires et les patrimoines, quand l'Alsace a été perdue, des choses comme ça, sont très vives. Mais de l'autre côté, à peu près au même moment, vous avez d'autres juristes qui, eux, sont du côté de la morale, disons, ou des moralistes. Ici, Bluntschli, qui veut bien convenir du fait qu'après les 100 jours, citation, le changement de propriété, en effet, n'a pas été sanctionné par des traités, mais qui considère toutefois, citation, comme un progrès humanitaire, la décision peut-être égoïste prise en 1815 par les Alliés d'obliger le gouvernement français à restituer ces chefs-d'œuvre aux divers pays qui les avaient produits. Pour lui, le fait d'avoir forcé la France à rendre ce qu'elle avait pris pendant 20 ans, c'est un progrès humanitaire. Et on est là, dans les décennies qui précèdent l'écriture de la Convention de La Haye, que nous connaissons tous, nous tous qui travaillons dans les musées ou à propos des musées, qui a été la première codification de la manière de procéder en temps de guerre à l'égard des propriétés culturelles des autres, que les Européens décident de ne plus attaquer, en tout cas sur le papier. Et que font-ils ? Ils s'attaquent aux colonies, et c'est exactement à ce moment-là que les colonies françaises, britanniques, belges, allemandes vont être absolument dépossédées de leur patrimoine, l'Égypte, l'actuel Iran, l'actuel Irak, le Moyen-Orient, ce qu'ils appellent bientôt Bible Lands, le berceau de la civilisation européenne va être vidé au profit des collections européennes qui, en revanche, ne s'attaquent plus entre elles, puisqu'elles ont le traité de La Haye. En France, si on veut restituer aujourd'hui des patrimoines qui ont appartenu aux anciennes colonies, il faut faire passer une loi, il faut faire passer des lois. Pour les pièces qui ont été restituées à la République du Bénin il y a 2 ans, la loi est passée le jour de Noël 2020 et elle a été adoptée à l'unanimité, c'est-à-dire que les représentants du peuple étaient tous d'accord avec le projet de restitution, mais chaque pays européen a des législations différentes et en Allemagne, par exemple, aucun besoin d'une décision du Bundestag pour restituer ce qui a été pris ou même acheté il y a 200 ans. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre patience et, de votre présence. Tant pis. Je voulais vous montrer ce qu'on allait faire la prochaine fois. Le voilà. La prochaine fois, nous nous retrouverons autour de d'une question plus culturelle, plus intellectuelle aussi, plus émotionnelle, celle de l'utilité des musées. Pour qui ? Pourquoi ? Et pour combien de temps ? Je vous remercie.